Mera était une création unique des dieux. Sa beauté était frappante, mais ce sont ses cheveux qui interpellaient tout le monde. C'était une merveille surnaturelle, des mèches d'un noir profond entrelacées d'un blanc pur et éclatant. Ce n'était pas le gris de la vieillesse, mais un blanc qui scintillait comme la lumière des étoiles. Ils étaient épais, très longs, descendant jusqu'à sa taille, et semblaient vibrer d'une vie propre. Lorsqu'elle marchait, ses cheveux se balançaient comme une cape royale, et même dans l'obscurité, les mèches blanches dégageaient une lueur éthérée et diffuse. Tout le monde dans le village admirait ses cheveux, mais l'admiration s'est vite transformée en jalousie. Les femmes plus âgées chuchotaient derrière leurs calebasses, et les jeunes filles se mordaient les lèvres d'envie, souhaitant posséder ne serait-ce que la moitié de sa beauté. Consciente du danger d'une telle attention, la mère de Mera l'asseyait souvent au coin du feu, tressant cette magnifique chevelure avec des mains tremblantes. Elle regardait Mera dans les yeux et lui conseillait « Mera, mon enfant, écoute les paroles de ta mère. Tu dois rester humble et gentille envers tout le monde, jeune et vieux. Ne laisse jamais l'orgueil entrer dans ton cœur à cause de ton visage ou de tes cheveux. Souviens-toi, la beauté se fane comme le soleil du soir, mais un bon caractère est le soleil qui ne se couche jamais. Le bon caractère l'emporte toujours sur la beauté. » Mera gardait ces paroles précieusement dans son cœur, portant son humilité comme une seconde peau. Mais la vie est imprévisible. Un après-midi fatidique, un nuage sombre descendit sur leur foyer heureux. Le père de Mera, un homme vigoureux, s'effondra soudainement, pris d'une grave fièvre. Malgré les efforts de Mera pour le rafraîchir avec des linges humides et des mélanges d'herbes, la fièvre ne tomba pas. Le soir venu, le pilier de la famille rendit son dernier soupir. Ce fut une perte immense et écrasante pour la famille. La mère de Mera, qui aimait son mari plus que sa propre vie, ne put supporter la douleur. Le choc fut trop grand. Dès le lendemain, elle se tint la poitrine et mourut d'une crise cardiaque, rejoignant son mari au pays des ancêtres. En l'espace de seulement 48 heures, Mera passa du statut de fille chérie à celui d'orpheline solitaire. Elle les enterra côte à côte, ses larmes tombant comme de l'acide sur la terre fraîche. Elle se retrouva seule dans un monde froid, entourée de chagrin, de larmes et des souvenirs douloureux de l'amour qu'elle avait perdu. La tragédie ne s'arrêta pas là. Tous les villageois la traitèrent de « fille maléfique », l'accusant d'avoir tué ses parents. Tout le village commença donc à l'éviter. L'oncle de Mera, le frère cadet de son père, vit dans sa douleur une opportunité. C'était un homme cupide. Il chassa Mera des terres agricoles de son père. « Cette terre appartient aux hommes de la famille », cria-t-il en jetant ses sacs dans la poussière rouge. « Va-t'en et débrouille-toi. Une fille n'a pas d'héritage ici. » Mera se tourna vers ses voisins, ces mêmes personnes que ses parents avaient nourries lorsque leur récolte avait péri. Mais ils lui tournèrent le dos, fermant leurs portes. Il craignait l'oncle. Mera pleura amèrement en réalisant à quel point le monde pouvait se retourner rapidement contre une orpheline. Elle comprit que sans argent ni parents, elle était invisible. N'ayant d'autre choix et nulle part où reposer sa tête, elle emballa ses quelques affaires et commença la longue marche vers le village voisin pour rejoindre sa seule famille restante. Sa tante, une femme connue sous le nom de Madame Dorcy. Madame Dorcy était une femme que le village craignait plus que les esprits de la forêt. Elle était connue pour sa langue tranchante comme un rasoir et son cœur de granit. Elle avait une fille nommée Chioma. Chioma était traitée comme un œuf délicat. Elle ne levait jamais le petit doigt, ne balayait jamais le sol et ne puisait jamais d'eau. Madame Dorcy jurait souvent aux femmes du marché, « Ma fille est destinée au palais. Elle ne connaîtra jamais la souffrance d'un villageois ordinaire. Elle est de l'or parmi les pierres. » Sourire de bienvenue. C'était le sourire d'un prédateur face à sa proie. « Entre, ma nièce, » dit-elle d'une voix mielleuse et hypocrite. Mais dans son cœur, elle prévoyait d'utiliser Mera comme une esclave. Tout le monde au village savait que Madame Dorcy était très pénible, sans cœur et méchante. Les gens évitaient son chemin pour ne pas s'attirer d'ennui. Cependant, Mera ne pouvait s'empêcher d'attirer l'attention. Chaque fois qu'elle se rendait au ruisseau ou au marché, les têtes se tournaient. Ses cheveux étaient trop beaux pour être ignorés. Ils captaient la lumière du soleil et éblouissaient les yeux de chaque homme du village. Les hommes riches, les chasseurs et même les récolteurs de vin de palme s'arrêtaient pour la saluer. Cela rendait Chioma folle. Elle se tenait devant son miroir, tirant sur ses cheveux courts et ternes, sifflant de frustration. Elle devint si jalouse qu'elle pouvait à peine parler. Elle se disait, « Les cheveux de cette fille sont trop beaux. C'est une malédiction pour moi. Avec ses cheveux, elle captive tous les regards. Même le prince pourrait la remarquer, et je resterai sans rien. Je dois faire quelque chose. » Un après-midi, pendant que Madame Dorcy dormait, Chioma se glissa dans la chambre de sa mère. Elle fit glisser la lourde boîte en bois de dessous le lit et vola une importante liasse d'argent.
Elle courut vers la plus grande boutique de cosmétiques du centre-ville. Elle plaqua l'argent sur le comptoir, surprenant la vendeuse. « S'il vous plaît ?» demanda Chioma à bout de souffle, « j'ai besoin d'un booster capillaire et d'une crème. Je veux quelque chose qui rendra mes cheveux très longs et brillants en seulement 3 jours. » La vendeuse regarda la jeune fille désespérée et rit. « 3 jours ?» demanda-t-elle. « Ma chère, 3 jours c'est trop court, à moins que tu ne veuilles coller une queue de cheval sur ta tête. C'est impossible. Mais j'ai un produit chimique puissant. Ça brûle un peu, mais ça force la pousse. Il peut faire cela pour toi en 1 mois. » Chioma, impatiente mais désespérée, acheta le produit coûteux et partit en le cachant sous sa robe. Le lendemain, le chaos éclata dans la maison de Madame Dorcy. Elle alla à sa boîte et la trouva légère. Son cri fit trembler le toit de chaume. « Qui a volé mon argent ?» hurla-t-elle, les yeux exorbités. Elle traîna Mera et Chioma dans le salon. Chioma s'avança immédiatement, le visage déformé par un mensonge bien rodé. « Maman, tu sais que je suis de ton sang. Je ne peux pas te voler. Pourquoi ne pas demander à l'étrangère, celle qui n'a rien ?» Elle pointa un doigt tremblant vers Mera. « Demande à la voleuse. » Sans attendre d'explication, Madame Dorcy se jeta sur Mera. Elle saisit une lourde canne dans le coin et déchaîna sa fureur. Elle ne prit même pas la peine de lui demander quoi que ce soit. « Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. » criait Mera, tapie dans un coin, les larmes coulant sur son visage alors que la canne entaillait sa peau. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que Madame Dorcy la frappait, les cheveux de Mera commencèrent à réagir. Ils se mirent à pulser. Les mèches blanches brillaient de plus en plus fort, remplissant la pièce sombre d'une lumière divine aveuglante. C'était comme si les ancêtres se manifestaient à travers ses cheveux. Madame Dorcy se figea. La canne tomba de sa main. Elle recula, terrifiée par la jeune fille qui rayonnait dans le coin. Elle comprit que ce n'était pas un enfant ordinaire. Plus elle frappait Mera, plus les cheveux brillaient. Madame Dorcy la laissa partir, mais sa peur se transforma rapidement en calcul. Elle commença à réfléchir, quel est le secret derrière ses cheveux? En 48 ans de vie, je n'ai jamais vu une telle chevelure. Je dois découvrir le secret de son pouvoir. Le lendemain matin, alors que la brume s'accrochait encore aux arbres, Madame Dorcy rendit visite au redoutable féticheur, Baba Tindet, dans son sanctuaire. « Baba, murmura-t-elle d'une voix tremblante, ma nièce vit avec moi. Elle est unique, surtout ses cheveux. Ils sont si longs, ils brillent souvent. S'il te plaît, quel est le secret ?» Baba Tindet jeta ses cauris sur le sol poussiéreux et psalmodia des incantations. Il fixa les motifs, les yeux s'écarquillant de choc. « Madame Dorcy, croassa-t-il, vous avez de la chance. Cette fille porte une gloire à laquelle personne ne peut résister. Les cheveux de Mera sont une solution à chaque problème. Elle sera grande. C'est le don des dieux pour elle. » Madame Dorcy rentra chez elle furieuse. La prophétie ne la rendit pas heureuse, elle la rendit folle de jalousie. Elle vit Mera dans la cour en train de peigner ses cheveux, et sa haine décupla. « Regardez comme ses cheveux brillent » marmonna-t-elle en serrant les poings. « Ainsi, elle sera plus grande que ma fille. Je ne dois pas laisser cela arriver. Je vais la briser. » À partir de ce jour, la vie devint un enfer pour Mera. Chaque matin, alors qu'il faisait encore nuit, Madame Dorcy entrait dans la chambre de Mera et la réveillait avec une violente gifle. « Fille inutile. Penses-tu que tu es ici seulement pour manger ? Allez, va à la rivière chercher de l'eau. » Mera sortait de son lit en trébuchant, les yeux lourds de sommeil. Elle allait au ruisseau chaque matin et chaque soir pour chercher de l'eau avec un lourd pot en argile en équilibre sur ses magnifiques cheveux. Elle lavait des montagnes d'assiettes, balayait la vaste cour et cuisinait pour toute la maison. Pendant que Mera trimait, Chioma restait assise à se maquiller et à appliquer les produits chimiques sur ses cheveux, priant pour qu'ils poussent plus vite que ceux de Mera. Elle ne faisait rien dans la maison. Madame Dorcy donnait à Mera un lourd plateau de fruits à vendre à travers le village sous le soleil brûlant. Mais même dans sa souffrance, la lumière de Mera brillait. Grâce à ses cheveux, les gens s'empressaient d'acheter ses fruits juste pour être près d'elle. Elle rentrait précipitamment à la maison et donnait tout l'argent à Madame Dorcy. Pourtant, il n'y avait aucune gratitude. Madame Dorcy et Chioma mangeaient toute la nourriture et la viande que Mera cuisinait, ne lui laissant que les restes brûlés au fond de la marmite. Un jour fatidique, alors que Mera vendait ses fruits dans la rue, elle vit un homme mort gisant sur le sol. Son cœur innocent prit le dessus. Elle courut vers lui pour l'aider. Que lui est-il arrivé? Comment localiser sa famille? Paniqua-t-elle. Mais un groupe de femmes jalouses, qui détestaient Mera depuis longtemps pour sa beauté, virent là leur chance.
Elles commencèrent à crier, « La fille aux cheveux maléfiques a tué quelqu'un. Tout le monde, venez voir la fille maléfique. C'est une sorcière. » Une foule se rassembla et commença à battre Mera. Ils ne posèrent pas de questions. Ils virent une fille qu'ils enviaient et l'attaquèrent. Ils la giflèrent, la rouèrent de coups dans la poussière et déchirèrent ses vêtements. Mera se recroquevilla en boule, criant pour une pitié qui ne venait pas. Ils la battirent jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bleu et brisée. Quand Mera rentra chez elle, ensanglantée et sale, Madame Dorcy se tenait à la porte. Elle savait que Mera ne pouvait pas faire une telle chose. Mais la jalousie lui fit hurler, « Tu es la honte de cette maison. Toi et ces cheveux maudits. Je vais en finir aujourd'hui. Je vais couper tes cheveux maintenant. » hurla Dorcy. Chioma courut chercher une paire de vieux ciseaux de couture rouillés. Elle maintint Mera, riant alors que Mera suppliait, « S'il vous plaît, ma tante, c'est mon seul cadeau. S'il vous plaît. » Mais la pitié avait quitté cette maison. Crac, crac. Le son était écœurant. Madame Dorcy s'acharna sur les magnifiques mèches noires et blanches. Elle coupa chaque mèche jusqu'à ce que son cuir chevelu soit nu, laissant des plaques de peau irrégulières. Regarde-toi maintenant, ricana Dorcy, poussant du pied les piles de magnifiques cheveux brillants sur le sol. Tu n'es plus rien. Mera était anéantie. Elle avait perdu sa fierté et son unicité. Elle pleura jour et nuit, mais elle restait chauve. La stigmatisation dans le village était lourde. Les gens l'appelaient la meurtrière. Au marché, les femmes couvraient leurs marchandises en disant « Ne laissez pas la sorcière chauve regarder mes tomates ». À la rivière, tout le monde s'enfuyait loin d'elle, prétendant qu'elle empoisonnait l'eau. Les enfants lui lançaient des pierres. Mais les dieux regardaient. Un mois plus tard, après que les cheveux de Mera furent coupés, un grave problème frappa le village. Les rivières s'asséchèrent. Les cultures commencèrent à faner et à tomber en poussière. Aucune pluie ne tomba, pas même la rosée. Il y eut une grande faim et une grande soif dans le pays. Le roi du village commença à chercher une solution au problème de la contrée. Il décida que quiconque apporterait une solution recevrait la moitié de son royaume. Tout le monde dans le village commença à chercher des solutions. Les docteurs indigènes contactèrent les dieux en sacrifiant des animaux. Les pasteurs commencèrent à prier. Pourtant, aucune solution n'était trouvée. La situation s'aggrava. Les jeunes enfants tombaient gravement malades faute de nourriture. Certains moururent, tandis que certains parents se nourrissaient de lézards juste pour survivre. Madame Dorcy et sa fille Chioma ne devinrent que l'ombre d'elles-mêmes. Elles n'avaient plus rien à manger ni à boire. Pendant ce temps, Mera était la sauveuse désignée par les dieux. À cause des souffrances, elle se rendit sur la tombe de ses parents et pleura amèrement pendant 3 jours. « S'il vous plaît, venez me chercher là où vous êtes. Les souffrances ici sur terre sont trop grandes pour moi. Mes cheveux sont partis. Je préfère mourir que de vivre, » criait Mera en frappant sa tête chauve parce qu'elle se détestait. Soudain, un esprit lui apparut sous la forme d'une femme dont le corps ressemblait à un nuage. Elle toucha la tête de Mera. Immédiatement, les cheveux sur sa tête repoussèrent, longs, fournis, magnifiques et brillants. Mera était sous le choc. Elle avait envie de danser et aussi de pleurer. « Qui êtes-vous ? S'il vous plaît, vous avez restauré ma joie. Je me sens renouvelée. » L'esprit ne répondit pas directement mais dit « Mera, tu es la sauveuse de ton monde. Va maintenant au village, coupe une seule mèche de tes cheveux et mets-la dans la rivière à sécher. Après un jour, la rivière recommencera à couler abondamment. Et enterre exactement 100 mèches de tes cheveux au carrefour du village. Après un jour également, le village aura de la nourriture en abondance. » Immédiatement, l'être disparut. Mera était pleine de crainte, mais remercia ses parents pour ce secret. Elle courut au village. Les villageois furent surpris de voir les cheveux de Mera fleurir à nouveau. Ils se disaient entre eux, comment a-t-elle fait pousser ses cheveux si vite? Elle doit être maléfique. Mais Mera ne prêta aucune attention à leurs paroles. Elle se rendit immédiatement au palais. « Votre Altesse royale, j'ai une solution au problème de notre terre. »« Petite fille, penses-tu que nous plaisantons ici? Sors de ma vue avant que je ne te jette dans la fosse aux lions. » cria le roi. Mera supplia le roi, « Je ne plaisante pas. J'ai vraiment la solution. Donnez-moi juste votre accord. » Le roi finit par l'écouter. « Comment comptes-tu faire ? » demanda-t-il. Elle répondit, « Je ne révélerai mon secret qu'une fois la tâche accomplie. » Le lendemain, tous les villageois se rassemblèrent au palais du roi avec des murmures sur les lèvres. Le roi annonça que Mera apporterait la solution. Beaucoup la regardèrent avec mépris. Madame Dorcy et sa fille étaient surprises, chuchotant, « Elle n'est là que pour faire perdre du temps. C'est tout ce qu'elle sait faire.
Le roi ordonna donc à Mera d'apporter la solution. 3 gardes l'escortèrent jusqu'à la plus grande rivière du village qui était à sec. Elle fit ce que l'esprit lui avait ordonné. Elle retira une seule mèche et la déposa dans la rivière vide. Ensuite, elle alla au carrefour du village, retira exactement 100 mèches de ses cheveux et les enterra. Immédiatement, elle retourna au palais et dit au roi et au peuple que c'était fait. D'ici demain matin, le village se réveillera avec de l'eau et de la nourriture en abondance. Beaucoup de gens doutèrent d'elle. Certains menacèrent même de la tuer le lendemain pour leur avoir fait perdre leur temps. Le lendemain matin, un grondement secoua le sol. Tout le village se réveilla pour trouver toutes leurs rivières coulant avec une eau abondante. Les produits agricoles redevinrent verts. Leurs enfants et leurs animaux furent guéris. Le village explosa de joie à la vue des miracles accomplis par les cheveux de Mera. Une pluie battante commença à tomber, mais tous les villageois dansèrent sous la pluie, y compris Mera et le roi. Le roi était heureux. Il ordonna une célébration massive. Il appela Mera devant tout le monde. À partir d'aujourd'hui, déclara le roi, Mera est la seconde après moi. Elle est la mère de cette terre. Le roi et le peuple célébrèrent Mera, dansant et chantant son nom. Madame d'Orcy et sa fille se tenaient en retrait, vêtues de haillons. Leur jalousie s'était transformée en une onde brûlante. Elles regardaient la fille qu'elles avaient maltraitée devenir la femme la plus puissante du pays. Mera devint la femme la plus riche du village, prouvant que, quelle que soit la difficulté, un bon cœur finira toujours par triompher. Merci d'avoir regardé cette histoire. J'aimerais avoir votre avis. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. S'il vous plaît, un autre épisode intéressant sortira dans quelques jours. Alors, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification